Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. Combien de temps pour devenir libre financièrement? Une de mes amies a décidé récemment de s'offrir une maison. Elle était locataire et elle voulait une maison pour elle. Elle l'a visitée un lundi. Elle a reçu sa proposition contresignée du vendeur le mardi. Forcément, elle achetait content, ça allait vite. Et une semaine plus tard, elle signait sa promesse de vente. Dans un mois, elle est propriétaire. Ça peut paraître simple et rapide. Et c'est peut-être ce que vous avez observé chez tous les investisseurs aguerris et que vous observez aussi si vous me suivez depuis un certain temps. Mais quel a été leur chemin avant d'en arriver là? Combien de temps leur a-t-il fallu pour que les choses deviennent évidentes, qu'ils aient les moyens d'investir et parfois même sans avoir à emprunter? Combien de temps vous faudra-t-il pour devenir riche? C'est souvent la question que l'on me pose, comme si la liberté financière n'était pas un chemin, mais un état. Un état que l'on atteint une bonne fois pour toutes. Or, la richesse, la liberté financière ne sont pas des états, et encore moins des états stables. On peut être riche un jour et moins riche le lendemain, à la suite d'un investissement malheureux ou avec une prise de risque trop importante qu'on n'arrive pas à gérer. Et si ce jour-là arrive, il n'y a pas d'amortisseur, ni pour les entrepreneurs, ni pour les investisseurs. Mais être riche n'est pas une fin en soi. À celui qui me dit: «Je veux être riche», je vais lui demander pourquoi faire? Pour quel style de vie? Pour vivre où? Comment? Et peut-être avec combien de dépenses mensuelles? Parce que le montant de ces dépenses mensuelles va induire le montant des revenus qu'il doit se procurer. Si vous regardez bien, il est assez rare d'entendre des milliardaires qui vous disent s'être réveillés un jour en se disant: «C'est décidé, je vais être milliardaire», et encore moins s'être réveillé en se disant: «Je vais être milliardaire d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans». Il n'y a pas de timing. Ils se sont lancés dans une aventure qui leur tenait à cœur, avec l'envie de gagner de l'argent, bien évidemment. Ça n'est pas parce qu'on aime l'aventure que pour autant elle ne doit pas être rentable. Et cette aventure s'est transformée en richesse. Mais ils n'avaient pas prévu d'avance de combien ils seraient riches, ni quand. C'est la même chose à ma petite échelle. Je fais partie aujourd'hui des 0,1% des Français les plus riches, pas parce que je l'ai décidé au démarrage, mais comme le résultat des actions que j'ai menées, des investissements que j'ai faits, des risques que j'ai pris, des entreprises que j'ai créées. Donc c'est une résultante, pas un point de départ. Alors c'est quoi le chemin pour en arriver là? Pour jouer avec les investissements et ne plus se soucier d'avoir à compter avant d'investir. Lorsque vous en êtes là, vous êtes à la phase 4 de la liberté financière. C'est la phase la plus spectaculaire vue de l'extérieur, mais ça n'est pas la plus intéressante ni la plus transformatrice vue de l'intérieur. Autrement dit, ce que vous voyez lorsqu'un investisseur enchaîne les investissements, lorsqu'un entrepreneur entreprend par jeu, ce sont les fruits de son travail intérieur. Et c'est le résultat de 3 premières phases, rarement aussi visibles, mais que je vais vous présenter aujourd'hui. La première phase, pour être un jour libre financièrement, est d'ailleurs totalement invisible. Et elle est forcément terriblement frustrante, parce que vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur votre état d'esprit, vous travaillez sur vos croyances, sur votre peur de manquer, sur vos comptes que vous apprenez à tenir correctement. Des fois, c'est le démarrage. Pour qu'il soit équilibré, mais aussi pour qu'il soit présentable. Par exemple, à un banquier, juste au hasard. À l'extérieur, quelqu'un qui viendrait vous rendre visite ne verra rien. Peut-être des livres dans votre bibliothèque. Mais à part ça, il ne se passe rien. C'est frustrant pour vous, bien sûr, parce que à chaque changement de croyance, vous changez d'état d'esprit, vous gagnez des perspectives nouvelles, vous commencez à voir le monde différemment. Vous êtes impatient à un moment donné d'entamer la deuxième phase, de passer à l'action. Et pourtant, votre entourage ne voit toujours rien. Quelque part, personne ne sait que vous êtes prêt à vous lancer, sauf vous.
Et si vous avez parlé de votre projet, si vous avez, dit à quelqu'un que vous êtes intéressé par la liberté financière, par changer votre situation financière, il se peut qu'il se moque de vous à ce moment-là, en vous demandant: «Mais en fait, tu fais quoi?» Et si vous lui dites: «Bah, je travaille sur mon état d'esprit», il va rien comprendre. Cette phase, elle va durer de 6 à 8 mois et c'est à peu près ce temps-là qu'il faut pour opérer les changements dans votre état d'esprit, pour être prêt à investir, pour être prêt à entreprendre sur un mode qui soit compatible avec la liberté financière. Parce que concrètement, vous pouvez aussi entreprendre ou investir d'une manière grand public, celle dont on parle à la radio ou à la télé et qui ne vous rapportera pas ce que vous en attendez. Alors moi, effectivement, j'ai mis entre, 6 et 8 mois pour m'intéresser à l'argent, pour revoir mes croyances, pour revoir mon état d'esprit, pour comprendre tout simplement ce que c'était que la liberté financière et peut-être vous mettrez moins, peut-être vous mettrez un peu plus. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été assez simple de compter parce que mon premier séminaire auquel j'ai assisté et qui parlait d'argent était en décembre et j'ai signé mon premier achat immobilier en septembre de l'année suivante. La deuxième étape n'est pas frustrante, mais elle est difficile. C'est la plus difficile pour pas mal de monde. Vous avez changé à l'intérieur, intimement. Vous voyez le monde autrement, vous avez compris comment faire, vous êtes prêt dans votre tête. Mais maintenant, il reste à inscrire ces changements dans la matière, à passer de je veux investir à j'investis maintenant. Un pas supplémentaire à faire dans la matière. Et ce pas-là, il est difficile, il coûte beaucoup. Concrètement, vous pourriez ouvrir un portefeuille titres chez un courtier, si vous voulez investir en actions ou en ETF. Vous pourriez faire le tour des annonces immobilières, frapper à la porte d'une ou de plusieurs banques pour obtenir un crédit. Ça aussi, c'est un pas. Acheter des actions, acheter des crypto-monnaies, créer une boutique en ligne. Ou bien vous pourriez avoir à convaincre un propriétaire pour ouvrir une sous-location. Et parmi tout ça, vous allez devoir choisir ce qui est le plus approprié pour vous. Bien sûr, à ce moment-là, la peur rentre en jeu. La peur de passer à l'action, c'est-à-dire de faire quelque chose, d'investir du temps et de l'argent, et que ça ne marche pas. C'est ça la peur. La peur du passage à l'action va se conjuguer à ce moment-là aux connaissances qui vous manquent et qui vont elles aussi vous figer sur place. Type de connaissances comme choisir un courtier en bourse, à quelle porte de banque je dois frapper. J'en parlais pas plus tard que tout à l'heure à un ami qui me disait que, alors qu'il a déjà investi et qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès, il se retrouve aujourd'hui à se dire: «Mais j'ai encore tellement à apprendre». Et donc, il flippe, comme on dit couramment, parce qu'il avance sur son chemin, il fait des choses, mais qu'il ne maîtrise pas à 100 tout l'univers financier dans lequel il évolue. Alors c'est là que j'ai développé un concept qui peut parfois être utile, qui s'appelle le coup de pied aux fesses bienveillant. Je ne juge pas et pour autant je pousse un peu pour que le passage à l'action se fasse plus facilement. En réalité, quand vous avez franchi cette deuxième étape, vous avez donc effectué votre premier investissement, vous êtes devenu un investisseur. Vous êtes entré dans la catégorie des investisseurs et ça, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation financière, l'état de vos finances avant, à l'issue de cette deuxième étape. Vous êtes rentré dans la catégorie des investisseurs et ça change tout. Je pourrais dire bienvenue dans le monde des investissements. Mais bien sûr que vous avez fait un pas, vous avez fait un investissement. Une hirondelle ne fait pas le printemps, un seul investissement ne vous rendra pas libre financièrement. Si vous voulez ne rien lâcher de votre objectif, il va falloir enchaîner avec d'autres pas et avec d'autres investissements. C'est l'étape 3. C'est une étape où vous allez devoir réfléchir encore à une stratégie qui vous permettra d'arriver à vos objectifs. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir enchaîner. Est-ce que vous achetez votre résidence principale ou est-ce que vous achetez de l'immobilier locatif? Est-ce que vous investissez en bourse ou est-ce que vous investissez dans l'immobilier? Vous choisissez votre véhicule. Est-ce que vous créez une entreprise ou vous continuez encore un peu en tant que salarié? Est-ce que vous créez une entreprise ou est-ce que vous favorisez les investissements? C'est paradoxalement une étape plus risquée que la précédente. Et le risque, c'est que vous vous battiez non plus contre vous-même, mais contre l'extérieur et que l'extérieur gagne. Autrement dit, qu'à un moment donné, vous vous arrêtiez en chemin. Paradoxalement, le risque est important. Donc vous allez vous battre avec l'extérieur.
Dans la première étape, c'était vous le problème. C'était vos limites intérieures, c'était ce à quoi vous ne croyez pas, c'était votre relation avec l'argent qui était pas forcément porteuse, c'était vos non-connaissances au sujet de l'argent, des investissements. Maintenant, ça n'est plus une question de ce que vous ne savez pas ou ce que vous pensez à l'intérieur de vous, mais ce que le marché va vous renvoyer et le marché n'a pas tellement plus de raisons d'être sympathique avec vous que vous avec vous-même. C'est à ce moment-là qu'un banquier pourrait répliquer taux d'endettement quand vous lui parlez d'un projet super enthousiasmant, tout à fait rentable que vous avez déniché. Vous arrivez avec votre enthousiasme et lui vous douche avec un oui, mais vous dépassez votre taux d'endettement. C'est maintenant qu'il va falloir que vous renforciez vos connaissances juridiques et fiscales. Jusqu'à présent, la fiscalité, il fallait s'y intéresser, mais ce n'était pas de manière si professionnelle et pointue que dans cette troisième étape. Il va falloir commencer à penser montage d'entreprise, holding peut-être. En tout cas, il va falloir commencer justement parce que le banquier pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, si vous voulez investir notamment dans l'immobilier, à réfléchir comment passer les obstacles du monde extérieur. Si vous voulez investir en bourse de la même façon, comment vous allez passer les obstacles? Vous allez peut-être commencer à investir, par exemple en SCI, en empruntant pour investir. Vous allez commencer à investir en bourse avec des leviers, ne serait-ce qu'un levier 2, alors que jusqu'à présent, vous étiez en levier 1. Petite remarque pour ceux qui rêvent de créer une SCI ou une holding, parce que ça fait chic, je n'en ai absolument pas parlé jusqu'ici. Autrement dit, tant que vous êtes dans l'étape 1 ou dans l'étape 2, vous faites simple et vous investissez en propre si vous pouvez, s'il vous plaît. Le risque à cette étape, c'est d'être mal accompagné, c'est peut-être de faire de mauvais choix et c'est surtout de vous arrêter net dans votre élan et ce serait dommage puisque le plus dur est fait. Mais on a parfois les fruits de ces investissements qu'une fois qu'on a persévéré suffisamment pour que les fruits puissent arriver et que l'arbre puisse produire. Et à ce moment-là, vous êtes dans la quatrième étape, celle des investisseurs pour qui ça semble simple et facile. Parce que vous êtes indépendant et riche. Indépendant, ça veut dire que vous pilotez tout seul. Vous en savez suffisamment pour décider par vous-même. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que vous gagnez plus sans rien faire qu'en exerçant votre activité principale. Alors le sans rien faire, évidemment, c'est non. Gérer ses investissements, ce n'est pas rien faire, mais c'est travailler d'une autre manière que en allant échanger son temps contre de l'argent. Donc vous êtes indépendant. Vous avez le choix, vous pouvez travailler où vous voulez, vous pouvez créer votre activité si vous en avez envie, ça n'est absolument pas une obligation. Je n'ai rien contre les personnes qui sont salariées. Vous avez le choix de devenir expert de l'immobilier si vous en avez le goût. C'est souvent à ce moment-là qu'on commence effectivement à trouver que on pourrait aussi conseiller d'autres personnes, aider d'autres personnes. Vous avez le choix de prendre votre retraite de manière anticipée, sans demander à qui que ce soit, sans avoir besoin de montrer patte blanche vis-à-vis d'un État, d'un gouvernement, parce que vous assurez de vous-même votre retraite, vous auto-assurez votre retraite. C'est aussi dans cette étape que vous êtes riche, parce que votre patrimoine se sera étoffé, que vos sources de revenus se seront diversifiées. Cela veut dire que vous serez bien plus en sécurité qu'avant et probablement bien plus libre par rapport au système. On a parlé de la retraite, mais ça peut être le chômage ou ça peut être tout simplement le salariat. Quant à votre liberté par rapport à l'argent, ce que j'appelle la liberté financière, elle n'est pas acquise d'office. Elle sera acquise si vous savez laisser l'argent à sa place. Si vous n'en faites pas un objectif, mais que vous l'utilisez pour vivre votre vie, vos aspirations et vos ambitions. Quelqu'un me demandait récemment, c'est quoi l'argent? Quelle est la place que l'on devrait donner à l'argent? Quelle est la place que vous devriez donner à l'argent si vous êtes libre financièrement? Eh bien, la réponse, c'est que l'argent n'a vraiment pas grand-chose à voir avec avoir. Ça a beaucoup à voir avec faire. Avoir de l'argent, ça permet de faire plus et de faire mieux. Ça permet de contribuer. Pour moi, c'est un outil de dépassement. Ça implique d'aller plus loin que soi, ça implique les autres et ça oblige à affronter ses peurs et donc à sortir de soi. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec montrer qu'on est riche. Ça a à voir avec faire des choses, avec assumer ses ambitions et avec les matérialiser dans le monde de la matière. Ça, c'est peut-être l'étape 5 de la liberté financière.
Si vous voulez en savoir plus sur l'argent, si vous voulez connaître, comment on peut en faire un ami dans sa vie, le mettre au service de ses ambitions, bien sûr, écoutez tous les épisodes de ce podcast Libre d'être riche. Il est exactement fait pour ça. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.